Donc, on se retrouve pour la deuxième partie du cours sur la protection des données personnelles, la protection de la personne dans l'espace numérique. On va se faire un petit résumé de ce qu'on a vu et de ce qu'on a pu déterminer lors de notre précédent cours. Notamment, je vous avais dit, hein, il est important pour vous ici de vous faire une petite fiche récapitulative parce que c'est un cours qui me paraît important dans le sens où vous pourrez certainement, dans le cadre de votre activité professionnelle, être confronté à des situations qui relèvent de la protection des données personnelles, puisque sans doute que vous, dans la pratique, vous allez collecter des données personnelles et vous allez les traiter. Donc, nous avions, lors du précédent cours, d'abord déterminé le cadre juridique. Le cadre juridique, aujourd'hui, il est donné par les dispositions du RGPD, ce règlement européen, donc Règlement général de protection des données, ce règlement européen qui date de mai 2018, dont la date d'entrée en vigueur est mai 2018, donc qui s'applique évidemment depuis cette date. Ça, c'est notre cadre juridique. Ensuite, ce qui est important de savoir, c'est de connaître la définition d'une donnée personnelle. Je vous rappelle qu'une donnée personnelle, c'est une donnée qui permet l'identification de la personne. Alors, si on veut en donner des exemples, par exemple, évidemment, le numéro de sécurité sociale d'une personne va permettre son identification, mais aussi une photo ou un film de la personne va être une donnée personnelle, puisque évidemment, ça va permettre d'identifier la personne. Ça, on avait vu ça notamment l'affaire de la personne qui filmait ses vidéos parce qu'il voulait voir si l'une d'entre elles ne commettait pas de vol. Bon. Donc, une fois que vous connaissez le fondement juridique, une fois que vous savez définir ce qu'est une donnée personnelle, maintenant, vous allez pouvoir déterminer d'un côté des droits pour donc, les utilisateurs et donc pour les personnes qui acceptent de donner leurs données, et de l'autre côté des obligations pour ceux qui recueillent et qui traitent les données personnelles. Dans les obligations, on avait déterminé 6 obligations. Ça, vous pouvez vous faire un petit tableau, 6 obligations. Alors, bon, vous l'avez dans le cours, hein, ce petit tableau, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre. Après, quant à la définition et à ce que ça signifie exactement, non, a priori, ça ne doit pas être très compliqué. Donc, je vous rappelle que la première étant le droit à l'information. Chaque personne qui consent à donner ses données personnelles il doit être informé quant à l'utilisation de ces données et quant au fait que ces données sont recueillies. D'ailleurs, c'est largement mis en application puisque généralement, quand vous naviguez sur un site Internet, dès le début de la navigation, on vous demande d'accepter à ce que les cookies soient conservés par la personne donc par le site Internet. Hein, d'accord. Donc ça, c'est voilà comment on opère pour ce droit à l'information. Deuxième droit qui est consenté, c'est le droit d'accès. Donc vous pouvez avoir accès aux données qui sont conservées par le site Internet ou par la personne donc, qui conserve vos données. La troisième chose, c'est un droit à la rectification. Évidemment, si après avoir accédé à vos données, vous constatez qu'une erreur a été commise et qu'elle vous est préjudiciable, vous pouvez demander à ce que les données soient rectifiées. Ensuite, vous avez le droit à l'oubli, qui permet d'effacer, de demander soit à un hébergeur, soit à un réseau social, d'effacer toutes les données qui vous concernent. Ensuite, nous avions le droit d'opposition, c'est-à-dire que vous pouvez vous opposer à ce que vos données soient traitées, alors soit qu'elles soient recueillies, ou soit encore qu'elles soient revendues après que vous ayez consenti à ce qu'elles soient recueillies. Ça, on avait vu ce droit quand on avait traité le cas du couturier qui voulait revendre les mensurations de ses clients à un couturier londonien. Ensuite, vous avez un dernier droit qui est le droit à la portabilité. Alors, c'est peut-être le plus dur à définir, mais bon,
on entend bien ce que ça veut dire. Vous avez le droit à ce que vos données vous soient transmises pour que vous les transmettiez à une autre entité, ou soit qu'elles soient directement envoyées à l'autre identité et donc effacées chez l'hébergeur d'origine. Donc voilà les droits que l'on avait définis lors de notre dernier cours. On attaquait maintenant et on avait commencé un petit peu à voir. Alors effectivement, tous ces droits sont des obligations pour les autres. Mais en plus de ça, la personne qui collecte des informations, d'abord, va être limitée dans sa collecte. Elle va être limitée dans sa collecte. Et ici, on parle donc d'une limite qui se situe, on ne peut collecter que les informations qui sont nécessaires au traitement qui est envisagé. On va le voir, ça. On va le voir plus en détail et je vais vous l'expliquer un peu plus précisément lors d'un cas pratique que l'on va voir là juste après. Ensuite, nous avions dit aussi qu'il pesait sur la personne qui détient les données une obligation de sécurité. Donc une obligation de sécurité qui l'obligeait à assurer la sécurité et à mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité des données donc, qui vous concernent et qu'elle détient. Est-ce que, à votre avis, c'est une obligation de moyens ou une obligation de résultat, cette obligation de sécurité? Et savez-vous ce qu'est une obligation de moyens et savez-vous ce qu'est une obligation de résultat? Alors, vous avez le droit de parler, hein, parce qu'en plus, je ne sais pas où j'ai foutu mes lunettes. Donc, comme je n'arrive pas à lire les petits mots que vous me laissez, vous avez le droit de parler. Une obligation de moyens, c'est l'obligation. Ah ben, vas-y, Lorraine, vas-y. Du coup, elles se battent. J'allais juste dire c'est une obligation de moyens parce qu'on doit mettre tous les moyens nécessaires pour protéger. Mais si jamais on se fait pirater par quelqu'un, on n'est pas responsable si on a mis tout en œuvre pour protéger les données. C'est plutôt pas mal, ouais. C'est plutôt pas mal. Donc, si on voulait définir l'obligation de moyens, c'est l'obligation dont est tenue une personne de mettre tout en place pour atteindre le résultat, sans pour cela qu'elle ait l'obligation d'atteindre le résultat. Le résultat ici, c'est que personne ne doit voler vos données. Donc, par exemple, pour vous donner d'autres exemples relatifs à l'obligation de moyens ou à l'obligation de résultat, un médecin a une obligation de moyens et pas une obligation de résultat. Il est obligé de vous soigner, mais il n'a pas l'obligation de vous guérir. Il est obligé de mettre tout en œuvre pour vous soigner, mais il se peut aussi qu'il n'y arrive pas. Et à partir de là, que le résultat attendu ne soit pas atteint. Donc, il n'a pas d'obligation de résultat, mais il a une obligation de moyens. Autre obligation, cette fois-ci, qui est de résultat, la SNCF ou tout transporteur de personnes a une obligation de sécurité. C'est une obligation de résultat. Ce n'est pas qu'une obligation de moyens. Elle doit mettre tout en œuvre et en plus, elle doit assurer que ces voyageurs arrivent en toute sécurité à bon port. Si, bien qu'elle ait mis tout en œuvre pour assurer votre sécurité pendant le transport, malgré tout, vous soyez blessé pendant le transport, la SNCF est responsable au titre de son obligation de sécurité de résultat. Au même titre, la SNCF a une obligation de résultat en matière de ponctualité. Pas seulement une obligation de moyens, mais une obligation, elle doit faire tout en œuvre pour que les trains arrivent à l'heure, mais en plus, elle est obligée à obtenir ce résultat. Et donc, elle est déclarée défaillante, même si elle a tout mis en œuvre, si le train arrive en retard pour une raison X ou Y, elle sera quand même responsable du retard du train. Ici, l'obligation qui pèse sur la personne qui détient des données est une obligation de moyens. Donc, imaginons qu'un vol soit commis, il faudra donc que la personne à qui on a volé les données prouve qu'elle a mis en place un système de sécurité qui soit un minimum efficace. Malgré ce système, s'il y a eu un vol, et qu'on détermine effectivement que ce système a été mis en place, qu'un système a été mis en place, un système assurant la sécurité des données a été mis en place, alors elle ne sera pas tenue responsable. Par contre, si elle a failli à son obligation de moyens, et bien sûr à l'obligation de résultat, enfin pas à l'obligation de résultat, mais il y a eu vol des données,
et qu'elle n'a pas mis en place des moyens pour protéger les données qu'elle avait, à partir de là, elle sera tenue responsable. Ici, c'est ce qu'on avait, je vais réafficher le cas, mais c'est ce qu'on avait notamment, alors, je vais représenter. C'est ce qu'on avait notamment dans ce cas-là, hein, je vous resitue, c'est un monsieur qui s'aperçoit qu'il y a des vols dans son magasin et donc il décide de surveiller ses employés parce qu'il pense que c'est un de ses employés. Donc à l'insu de ceci, il installe les caméras. Alors on a parlé effectivement que c'était un recueil de données, hein, puisque la photo de la personne ou l'image de la personne, d'abord, on est à la limite de l'atteinte de la vie privée. Ça, c'est la première chose. Mais en plus, c'est une donnée personnelle, puisqu'elle permet de vous identifier. Et que, effectivement, le recueil d'images de ces employés aurait dû nécessiter leur accord, ou leur information, pas forcément leur accord, leur information. Chose qui n'a pas été faite, ça c'était le premier point litigieux. Le deuxième point litigieux, c'est qu'en matière de preuve, on considérera que quelqu'un qui a été filmé à son insu, c'est une preuve déloyale et donc elle sera rejetée par un tribunal. Et troisième point, ça nous est donné par la dernière phrase de ce texte, on nous dit que l'accès aux images se fait dans le bureau du responsable de la sécurité et n'est protégé par aucun mot de passe. Il a encore failli à une autre de ses obligations, celle d'assurer la sécurité des données qu'il capte et qu'il conserve, puisque les données et le local où sont stockées les données n'est même pas protégé, ou l'accès aux ordinateurs n'est même pas protégé par un mot de passe. Donc, ici, en matière d'obligation pour celui qui conserve, donc obligation de sécurité. D'accord ? Première chose. Ensuite, on va lire ce qui suit, et on va pouvoir voir d'autres choses. Donc, ici, depuis quelques mois, il y a des agressions près d'une station essence, je crois, des agressions d'employés. On leur vole la caisse, etc., etc. Et la personne, le responsable, s'aperçoit que c'est un peu toujours au même moment, au moment où notamment les caisses sont bien pleines. Donc, a priori, on devine qu'il pense qu'il y a une petite connivence d'un ou de plusieurs employés pour renseigner des agresseurs quant à l'opportunité de venir voler et agresser les employés qui sont là. Donc, il décide de mettre en place et d'obtenir des informations sur son personnel. À cette fin, il envisage de modifier la base de données relative au personnel afin d'inclure des informations sur l'entourage et leur passé. Ça, c'est le premier point. On va attaquer le deuxième point après. Sur le premier point. Et là, on a plusieurs choses. D'accord ? Il est normal que dans une entreprise, on ait une base, alors bien souvent informatique aujourd'hui, une base informatique des salariés. Comme il est normal qu'on ait une base informatique du fichier client. Ici, on a une base informatique du fichier salarié. Les informations qui sont recueillies sont souvent l'identité du salarié, mais peuvent être aussi son numéro de sécurité sociale, son numéro de compte bancaire, peut-être sa situation familiale, son adresse, éventuellement s'il a le permis de conduire, ses diplômes, etc. Toutes ces informations, elles sont nécessaires. Nécessaires parce qu'il y a des traitements derrière. Ce qu'on appelle traitement, c'est ce qu'on va faire de ces données, pourquoi je les recueille. Les traitements, donc qu'on appelle traitements envisagés, ont nécessairement besoin des données. Si vous voulez établir la fiche de paye du salarié, vous avez besoin de son adresse et de son identité. Si vous voulez déclarer le salarié auprès de la médecine du travail, auprès de l'URSSAF, etc., vous avez besoin de son numéro de sécurité sociale. Bien sûr, si vous voulez établir un contrat de travail, vous avez besoin d'un certain nombre d'informations sur le lieu de résidence, etc. Concernant le recrutement des salariés, il est normal de demander les diplômes. Si le salarié, par exemple, doit conduire un véhicule de l'entreprise, il est normal d'avoir le permis de conduire.
etc. Donc on voit qu'à chaque fois, toutes les données que je vous ai citées, elles sont nécessaires à un traitement. Ici, ce qu'on envisage, c'est de recueillir des informations sur l'entourage et le passé des clients qui ne sont pas du tout nécessaires à un traitement. Ici, le fait qu'une personne est dans son entourage X ou Y ami, que dans le passé, elle ait commis des infractions ou pas, ce n'est pas des informations qui sont nécessaires aux différents traitements que je vous ai donnés. Le traitement de la paie, le traitement de l'enregistrement auprès de la médecine du travail, de l'élaboration d'un contrat de travail, de la déclaration du salarié auprès des services de l'URSSAF, etc. Tout ça, même pour faire le virement de la paie, ben, on a bien besoin du compte en banque. Donc que ces données-là soient conservées et soient détenues par l'employeur ne pose a priori aucun problème, parce qu'on peut justifier d'un traitement derrière. Et donc de la nécessité de recueillir ces données. Par contre, sur le fait de garder des informations quant à leur entourage, à leur passé, ça n'est pas du tout des informations nécessaires à un traitement qui est envisagé. C'est simplement là de l'information pour l'employeur. Par conséquent, ces traitements, ces informations, ces données n'ont pas le droit d'être conservées par l'employeur. L'employeur ou toute personne ne peut conserver des données que s'il y a un traitement derrière et que ces données sont nécessaires au traitement. Donc, ici, alors on ne reparle pas de la vidéo, puisqu'on va retomber sur la même problématique qu'on a vue, puisque apparemment il y a une vidéo qui montre une caissière volant de l'argent. Pourra-t-il l'utiliser contre cette personne? Non, puisque c'est un procédé de preuve déloyale. Il aurait fallu qu'une pancarte informe les salariés qu'ils sont filmés. Ça, on avait déjà vu cette problématique. Concernant Paul, est-il en droit de recueillir les informations qu'il souhaite sur le personnel et les candidats? Non, il ne peut pas, puisque ces informations ne sont pas nécessaires au traitement. Donc, on voit que la collecte des informations est limitée quant à son champ, elle est limitée uniquement aux informations qui sont nécessaires au traitement qui sont envisagées. S'il y avait conservation de données qui ne sont pas nécessaires au traitement, à partir de là, la personne qui conserve ces données agirait en violation des dispositions du RGPD. Donc, on voit qu'il y a une autre obligation pesant sur le collecteur d'informations. Cette obligation, c'est de limiter la collecte aux informations nécessaires. Là, vous pouvez le noter. Hein. Enfin, je crois que c'est dans le cours, hein, de toute façon, mais vous pouvez vous renseigner, parce que ça, c'est une information importante. Ensuite, autre problème, apparemment, le directeur de ce magasin ou le directeur de cette enseigne a recruté une personne qui a des activités syndicales. Et puis, ça l'embête un petit peu, donc il envisage de consulter la boîte mail dès que l'occasion se présentera pour voir un petit peu ce qui se dit. D'accord ? Et d'autant plus qu'il envisage aussi de se renseigner sur les activités politiques, syndicales de ses futurs salariés. Donc, lors de phase de recrutement, il envisage de se renseigner sur ça. D'abord, alors on n'a pas vu encore le chapitre sur le recrutement, mais on peut déjà y faire un petit point. Il y a certaines informations. Oui, de mémoire, oui, effectivement, il n'a pas le droit, effectivement. Mais il y a un certain nombre d'informations que vous ne pouvez pas demander lors d'un entretien, ou qui ne peuvent pas être intégrées, par exemple, dans une annonce. D'accord ? Elles sont qualifiées de discriminatoires. Vous ne pouvez pas, par exemple, indiquer « Je recherche une diététicienne de moins de 50 ans, de préférence catholique, pour exercer au sein de l'hôpital ou de la structure X, Y ou Z. » Il y a 3 choses que je viens de vous dire là-dedans. D'abord, l'âge. Il est interdit de recruter une personne en fonction de son âge. Deuxième chose, les idéologies politiques ou religieuses ou philosophiques. D'accord ? Donc,
l'orientation religieuse politique, c'est notre cas ici, ou philosophique. Je ne sais pas moi, si vous êtes végétarien, ou voilà, des choses comme ça. Donc, vous ne pouvez pas mettre ce point, vous ne pouvez pas mettre l'accent sur ça lors de votre recrutement. Et je vous en ai donné une troisième dans mon annonce. Elle est un peu plus subtile, mais elle est illégale aussi. Donc, je vous ai dit femme, je n'ai pas dit femme. Qu'est-ce que j'ai dit? Religion, on en a parlé, ouais. On a dit religion. Ah, je vous dis, mais vous y êtes presque, Aude, hein, diététicienne, voilà. Vous, voilà, l'âge aussi, d'accord? Parce que je vous avais dit de moins de 50 ans. Diététicienne, ça réduit à la femme, effectivement. Donc, pareil, discrimination du point de vue du sexe, interdit. Donc, c'est pour ça que si vous, un jour, vous décidez de rédiger une annonce pour... alors, une secrétaire, ça ne pose pas trop de soucis, hein, donc vous mettrez un ou assistante, d'accord? Une assistante, d'accord? Vous mettrez un, entre parenthèses, E pour une, et puis assistant, entre parenthèses, E pour assistante. À partir de là, vous serez complètement calé. Alors, on envoie des milliers d'annonces d'emploi, comme ça. Recherche diététicienne. Pourquoi diététicienne? Est-ce qu'un diététicien ne ferait pas l'affaire? Donc, attention à juste ce petit truc, parce que c'est facile, c'est très piégeux. Hein. On n'a pas dit une femme, on a dit une diététicienne, mais évidemment, si on dit diététicienne, c'est qu'on ne veut pas d'un diététicien. À partir de là, l'annonce contient des paramètres illégaux. Donc, évidemment, monsieur Tartampion ici ne pourra pas se renseigner sur les activités politiques des futurs salariés. Pourquoi? Parce que de toute façon, ces informations ne peuvent pas rentrer en compte quant au recrutement. J'ai une question, parce que je suis curieuse en fait. Un établissement qui est catholique, j'en sais rien, un hôpital catholique, une école catholique, est-ce qu'eux ont le droit? Oui, effectivement. Alors, il y a quand même des limites à ça, d'accord? Il y a des limites à ça. Alors, il y a eu justement un arrêt concernant ça, et je pense notamment aussi, par exemple, au fait de porter un voile, ou, alors ça a été vu dans un arrêt en Turquie par la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi en France concernant le port d'une croix, d'accord? Vous savez que dans les établissements publics, les fonctionnaires n'ont pas le droit d'afficher leurs convictions religieuses. D'accord? C'est le principe de laïcité, et justement, on en entend parler en ce moment avec la loi renforçant les principes républicains qui est étudiée actuellement au Parlement. Alors, elle est passée en première lecture, je crois, aujourd'hui devant les députés. Il y a eu comme ça où, effectivement, pour des établissements spécifiques, d'accord, je dis bien pour des établissements spécifiques, il était autorisé soit à exprimer son sentiment religieux, c'était le cas notamment dans les hôpitaux qui étaient détenus par des bonnes sœurs, mais aussi il était possible de recruter des gens parce que l'établissement était spécifique. Il était concevable, par exemple, pour un établissement privé catholique, de recruter des enseignants qui étaient plutôt des catholiques. D'accord? C'est possible. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est possible, et ça n'est pas vu comme de la discrimination. Alors, il est aussi possible parce que, et je prends souvent cet exemple, hein, imaginons que vous passiez un casting pour un rôle et que le rôle est détenu par, je dis n'importe quoi, moi, une personne un homme blanc de moins 50 ans. Vous allez recruter obligatoirement un homme blanc de 50 ans. S'il y a un petit jeune qui arrive, qui a 25 ans, bah, vous allez lui dire non, monsieur, je recrute qu'un homme blanc de plus de 50 ans. Parce qu'on est bien ici dans un rôle bien particulier. Donc, si effectivement il y a pour le poste déterminé des raisons de discriminer pour l'âge, pour le sexe, pour la race, d'accord? S'il y a des raisons bien déterminées parce que le poste l'exige,
là, à partir de là, ce sera plus discriminatoire. Alors, revenons sur notre monsieur ici, notamment sur le fait qu'il veuille consulter la boîte mail de son salarié. Et plus généralement, avec l'outil informatique, puisqu'on est plutôt dans l'espace numérique, plus généralement, quels sont vos droits, quels sont les droits de votre employeur concernant un poste informatique professionnel? A-t-il le droit de regarder votre ordinateur professionnel? Je ne parle pas de votre ordinateur perso, évidemment. Hein, d'accord? A-t-il le droit de lire votre boîte mail, de regarder tous les fichiers qui sont contenus dans votre ordinateur? Alors, Delphine nous dit non. Je suis d'accord avec elle, mais il faut des limites. Je crois, alors si je me rappelle bien, que si on marque un dossier noté personnel, on ne peut pas utiliser les données qui sont dedans, même si c'est sur un poste de l'entreprise. Vous avez tout à fait raison, Charlène. Vous avez visé exactement le point, d'accord? Même si on parle bien Lorraine, on parle bien du postulat que c'est un poste professionnel, d'accord? L'ordinateur appartient à l'entreprise, il est dédié normalement à votre activité professionnelle, d'accord? Mais vous restez le midi sur votre lieu de travail. Bon, il n'y a pas eu de note de service qui disait que vous n'avez pas le droit de naviguer à titre personnel sur le navigateur Internet de votre poste. Bon. Rien n'interdit non plus à ce que vous stockiez un fichier de vos photos de vacances. Bon. Maintenant, s'il y avait eu une note de l'entreprise vous l'interdisant, effectivement, c'est autre chose. Mais ici, on imagine que rien ne l'interdit et ça se voit dans de nombreuses entreprises. D'accord ? On voit souvent sur le poste d'un collaborateur, d'une secrétaire ou d'une autre personne, un petit fichier dans lequel il y a quelques données qui sont personnelles. D'accord ? Maintenant, jusqu'à quel point ces données sont-elles protégées? Alors, il y a eu une évolution de la jurisprudence par rapport à ça. D'accord? Il y a eu une évolution dans le sens où, effectivement, au départ, rien n'était protégé. Tout était à la libre vue, à la libre consultation de l'employeur, sous couvert que c'était du matériel professionnel et qu'à partir du moment où vous utilisiez le matériel professionnel, normalement, vous deviez en avoir qu'une activité professionnelle. Par conséquent, rien n'empêchait l'employeur d'aller consulter tout ce que pouvait contenir votre ordinateur, des boîtes mail jusqu'au dossier. Ensuite, sont arrivés devant la Cour de cassation nombre d'affaires où effectivement les personnes avaient mis des données personnelles sur leur ordinateur. Et donc la Cour de cassation a posé cette limite que vous nous avez indiquée, Lorraine, que si le fichier, si le dossier ou si la boîte mail est clairement identifiée comme personnelle et privée, à partir de là, l'employeur n'a pas le droit d'aller la consulter. D'accord ? Donc, ça serait une incursion dans votre vie privée, et donc c'est répréhensible, okay, sur le fondement de la protection de la vie privée, hein, tout simplement. L'employeur n'a pas le droit de la consulter. Malgré tout, donc attention, on est bien sur quelque chose où on est capable de dire c'est personnel. D'accord ? Vous avez tous des PC et on a tous un dossier qui est créé par Windows quand on achète notre PC qui s'appelle Mes documents. C'est posé le problème de ce dossier. On pourrait très bien dire Mes documents, ça identifie un dossier personnel et privé. Sauf que là, tout le monde l'a sur son ordinateur et que ce n'est pas vous qui avez créé personnellement un dossier. Donc le dossier Mes documents a été jugé par les plus hautes juridictions comme non personnel, parce que c'est un dossier qui est créé par Windows, etc. Donc par contre, si sur votre bureau, vous avez marqué photo de vacances, dossier privé, dossier personnel, là, il est clairement identifié comme étant votre dossier et donc détermine un peu la frontière de votre vie privée. Donc, pareil pour la boîte mail. L'employeur a le droit de consulter la boîte mail si c'est une adresse mail
professionnelle. Par contre, si vous avez identifié comme une adresse mail comme personnelle, d'accord, à partir de là, il n'aura pas le droit d'aller la consulter. Alors, malgré tout, il existe quand même une limite à tout ça. C'est qu'il n'a pas le droit de la consulter hors votre présence. Avec votre présence, il peut vous demander de consulter, vous êtes à côté, je vais aller consulter votre ordinateur. D'accord? Donc, c'est une petite incursion quand même dans la vie privée, c'est une petite entorse à la protection de la vie privée des salariés. Mais l'employeur, sans vous, il n'a pas le droit de consulter des dossiers qui sont personnels. Avec vous, il a le droit. Alors, se pose un autre souci, c'est celui des téléphones et des SMS. Alors, si demain, vous devez être confronté à cette problématique, alors, on a vu comment ça se passait sur un poste informatique, d'accord? Je crée un dossier privé, d'accord? Si j'utilise une clé USB que je laisse sur l'ordinateur, ça s'est aussi posé, voilà, le mec, il a laissé sa clé USB. Sur la clé USB, il n'y a pas marqué son nom, il n'y a pas marqué personnel dessus. Il a laissé une clé USB. L'employeur a été voir sur la clé USB, bon, ben, il y avait des photos de vacances, ou X ou Y, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, les données personnelles. L'employeur le salarié s'est plaint de l'incursion, mais l'employeur a dit, mais comment voulez-vous que je sache? Il n'y avait pas de dossier indiqué personnel, alors même si c'est votre clé USB, c'est pas marqué personnel, moi je ne suis pas censé savoir que c'est votre clé USB. Donc, si vous êtes confronté à cette situation-là, vous réfléchissez bien sur est-ce que le fichier est bien identifié, c'est bien compréhensible que ce soit. Si c'est marqué Delphine, par exemple, personnel, pas personnel. Rien ne permet de dire que s'il y a un dossier sur l'ordinateur de mon assistante qui s'appelle Delphine, s'il y a un dossier Delphine, que ce soit personnel, dans beaucoup d'entreprises, on identifie les dossiers des collaborateurs par leur prénom. Ce n'est pas privé. Par contre, si effectivement il y a indiqué Delphine personnel et privé, là, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc il ne faut qu'il n'y ait aucun doute sur l'identification du côté privé, du caractère privé du dossier. Et du caractère privé aussi de la boîte mail. Maintenant, se pose le problème des portables. D'accord? Des portables, encore une fois, qui sont un matériel de l'entreprise. Bon, il se peut qu'un jour, vous travaillez dans une boîte et qu'on vous donne un ordinateur qui appartient quand même à l'entreprise, et qu'on vous donne un portable qui serait quand même du matériel professionnel. Les SMS que vous recevez, privé, pas privé? Donc ici, ça pose un petit souci. Alors il faut indiquer que si votre femme, votre mari, votre enfant vous envoie des SMS sur le portable, il faudra indiquer Madame X privé. Comme ça, évidemment, à la lecture des choses, enfin, ou à la vision des SMS, on voit bien que c'est un SMS privé et qu'on ne va pas aller plus loin dans la lecture. Par contre, s'il n'y a rien indiqué, ma femme, bon ok, c'est votre femme, mais rien ne me dit que c'est privé. D'accord. Ou mon mari, ou mes enfants, enfin, voilà. Donc, et là, dans le cadre des SMS, c'est un petit peu plus compliqué. Juste sur les SMS, est-ce que je peux me servir d'un SMS qui m'a été envoyé comme preuve? On parlait tout à l'heure des images qui auraient été prises à l'insu d'une personne. Une personne m'envoie un SMS d'insulte ou de menace, par exemple, j'en sais rien, ou m'envoie un SMS dont je voudrais me servir comme preuve devant le tribunal contre cette personne ou contre une autre personne. Est-ce que c'est une preuve loyale ou pas? Pour vous, c'est loyal de se servir d'un SMS qui m'a été envoyé? Alors, effectivement, oui, c'est accueilli favorablement par les tribunaux parce que la personne qui vous envoie un SMS, elle sait très bien que vous pouvez le conserver. Comme un email, d'ailleurs. C'est un procédé de preuve. Il n'y a aucun souci pour montrer un SMS devant un tribunal. Alors, bien souvent, les téléphones seront expertisés pour voir si effectivement les SMS proviennent. Enfin, les deux téléphones seront expertisés de façon à pouvoir
vérifier évidemment sur le côté véridique et authentique du SMS, mais effectivement, un SMS peut servir de preuve. Ce n'est pas une preuve déloyale parce que celui qui vous envoie le SMS sait très bien que vous pouvez le conserver. Au même titre qu'un email. Un email peut servir de preuve. Alors, continuons notre petite affaire ici. Donc, on a dit, hein, voilà, quel est le périmètre que l'employeur ou que le salarié, le périmètre de sa vie privée, c'est l'identification d'un dossier. Malgré tout, attention, parce que l'employeur, en la présence du salarié, peut consulter le dossier. Hors la présence du salarié, il ne peut pas consulter le dossier. Bon. Voilà. Alors, on va attaquer le dernier point qui est relativement intéressant. D'abord, il est intéressant pour deux choses. Il est intéressant parce que je pense que demain, ça peut toucher votre profession. Il est intéressant parce que l'article date du 27 juillet 2018. Et je vous rappelle que le RGPD est rentré en application au mois de mai 2018. Alors, que nous dit cet article? Les objets connectés déferlent pour scanner notre rythme cardiaque, la durée de notre sommeil, tandis que notre téléphone nous suit à la trace. Au profit de qui? Qui n'a pas une montre connectée ou l'un des trackers d'activité qui dénombre notre nombre de pas, nos calories brûlées ou analyse notre cycle de sommeil. Ces outils de bien-être, on le vend en poupe. Un objet connecté qui se contente. Je suis désolé, je ne vois rien du tout. Alors, je vais agrandir ça. Je vais peut-être aller chercher mes lunettes, ça ira beaucoup mieux. Voilà qui va beaucoup mieux. Voilà. Alors. Voilà, donc nous en étions. Ces objets de bien-être, on le vend en poupe. Un objet connecté ne se contente pas d'enregistrer notre fréquence cardiaque, notre pression artérielle ou notre indice de masse corporelle. Il les envoie à un serveur qui les stocke et éventuellement les traite. Dans un programme de remise en forme, par exemple. Le programme achevé, que fera-t-il de ces informations? Avez-vous lu les conditions d'utilisation? On peut très bien imaginer qu'un jour, notre mutuelle nous appellera pour nous dire « Vous avez pris 10 kilos, vous ne faites pas assez de sport, vous mangez trop gras, j'augmente votre prime d'assurance. » Ce n'est pas de la science-fiction. Alors, ça, c'est M. Benoît Tevien, directeur de l'agence Nextquad et ancien directeur du Conseil national du numérique, qui nous le dit. Pour le moment, mutuelles et assureurs ne font pas encore payer leurs clients en fonction de leur comportement, mais une brèche s'est ouverte. À terme, il y aura des malus. Grâce aux données de santé, on peut individualiser le risque et on pourrait un jour casser notre logique de solidarité. Alors, que pensez-vous de tout ça? Ça fait peur. Ça fait super peur. Hein, ça fait super peur. Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui, des données relatives, alors en matière d'assurance, hein, si vous avez eu un accident, votre prime augmente. D'accord? Si vous allez voir un autre assureur, il va vous demander votre antériorité. Et éventuellement, il pourrait aller consulter un certain nombre de fichiers qui tracent votre comportement routier. Donc, ici, le tout, c'est voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ces données? Dans quel but elles sont collectées? Et surtout, quelle est leur durée de conservation? On peut imaginer une personne qui a eu un petit souci de santé,
Il y a X années, et qu'au bout de 10 ans, on lui refuse encore, par exemple, l'accès à un prêt parce qu'il a eu des soucis de santé ou que sa mutuelle soit surcotée parce que, encore une fois, il a eu ce petit problème de santé il y a beaucoup d'années. Donc ça pose la question du traitement, de l'accès et de ce qu'on fait de ces données, de la répercussion et surtout de leur durée de conservation. À ce propos, il pèse sur la personne qui collecte des informations l'obligation de conserver ces informations uniquement pour une durée qui est nécessaire. Demain, vous êtes diététicienne. Donc, comme je vous l'ai dit, vous allez recueillir un certain nombre de données. Une fois que votre client vous on imagine, hein, alors je ne connais pas le métier de diététicienne par cœur, mais on va imaginer quelqu'un qui arrive, bonjour, voilà, je suis un peu en surpoids, j'ai du mal à maigrir, j'arrive pas à me faire un régime, je ne sais pas comment faire, tralala. Hop, il vient vous consulter et vous lui dites, bah voilà monsieur, moi je vous propose au vu de votre IMC, de votre âge, de votre activité physique et tout le tralala, de vous mettre en place un programme pour perdre du poids. On va se fixer un objectif à 6 mois et une perte de 10 kilos. Vous faites votre boulot avec ce monsieur ou avec cette dame pendant les 6 mois. Au bout des 6 mois, la personne a perdu 12 kilos, elle est super contente. Vous encaissez vos honoraires et elle repart. D'accord. Vous allez garder ces données à cette personne. Qu'est-ce que vous allez en faire? Dites-moi, dans la pratique, qu'est-ce que vous allez faire des données de ces personnes? Combien de temps vous allez les garder? Allez-y, Quentin, je vous écoute. Bah, j'allais dire, on les garde. Enfin, moi, personnellement, je pense que je les garderai. Déjà, je les tiendrai informés que je les garderai, mais je les garderai au cas où ils reviennent un jour. Par exemple, j'ai fait un stage dans un hôpital et je sais qu'ils gardaient les informations des gens qui étaient déjà venus pour au cas où s'ils reviennent, comme ça, il n'y avait pas besoin de tout réécrire et toutes les informations étaient déjà dans l'ordinateur. D'accord. Donc, vous arrivez à justifier d'une durée qui serait pratiquement indéterminée, hein, d'accord, par le fait d'effectivement ne pas avoir à ressaisir et d'avoir l'antériorité de ce que vous avez déjà fait avec votre patient et qui va certainement déterminer peut-être comment vous allez bosser avec lui. Donc, vous voyez, ici, si vous arrivez à justifier la nécessité de la conservation et de la durée de conservation de vos données, pas de souci. D'accord. Par contre, si vous n'arrivez pas à justifier, si on n'arrive pas à justifier à un moment donné de la nécessité de garder, ben vous êtes dans l'obligation de les détruire. Et si vous les gardez, à partir de là, vous tombez sous le coup de la loi. D'accord. Donc, obligation de conserver, enfin, obligation de justifier la durée de conservation. Ça, c'est une obligation qui pèse sur celui qui détient les informations. Okay. Alors, je lis un petit peu votre discussion. Il y a Delphine et Aude qui papotent entre elles. Hein. Les filles, ça papote tout le temps. Hein. Même à distance, ça arrive à papoter. Désolée. Quand même. Non, mais même à distance, c'est balèze, ça, quand même. Hein. Alors, on parlait justement en cours ce matin et par rapport aux banques et à leur possibilité d'avoir accès à nos données médicales, bah oui, justement, d'accepter ou non. Alors, les banques n'ont pas accès à votre... c'est vous qui leur donnez vos données, d'accord? Puisque vous remplissez généralement, lors de la demande de crédit, vous remplissez ce qu'on appelle un questionnaire médical, où vous allez déclarer sur l'honneur soit être sous traitement, avoir fait telle maladie telle année, avoir été opéré de tel problème, avoir eu un arrêt de travail de plus de autant, avoir eu un enfant, etc. Donc c'est vous qui allez donner ces données. Aujourd'hui, les banques n'ont pas accès à vos données médicales. Pourquoi elles n'ont pas accès à vos données médicales? Pour ne pas refuser le crédit et qu'on puisse, enfin, j'imagine. Non, il y a quand même un truc important en France qui... c'est le secret médical.
On n'a pas le droit de donner vos informations. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi on doit déclarer sur l'honneur qu'on est en bonne santé pour avoir un crédit? On est obligé de passer outre ça, on est obligé de leur donner la réponse à ça. À partir du moment où c'est vous qui volontairement donnez les informations. Mais ils nous les demandent. Ben oui. Mais je veux dire, une tierce personne, votre médecin, d'accord. Alors, il n'y a vraiment que très peu de cas où il est libéré de ce secret, d'accord. Mais votre médecin n'a pas le droit d'aller donner des informations vous concernant et concernant votre santé, ou le traitement ou les opérations que vous avez subies. Ça, c'est une interdiction complète, absolue et infinie dans le temps. Hein. D'accord. Par contre, oui, mais nous, ils nous demandent, et si on ne donne pas, on n'a pas accès au crédit, on n'a pas accès à tout ça. Bien sûr, c'est en ça que je veux faire la distinction, parce que vous me disiez, les banques ont accès. Non, elles n'ont pas accès, elles vous demandent. Donc, elles y auront accès indirectement, mais elles y auront accès parce que vous leur fournissez. Évidemment, c'est une condition. D'accord. C'est une condition. Et par contre, on peut se poser la question de ce que eux font de ces informations. Alors, pourquoi ils en ont besoin? Et pourquoi? Tout simplement parce que derrière, il y a un risque. D'accord. Qui dit personne en mauvaise santé dit risque d'une personne qui a un pourcentage de décès plus rapide qu'une autre. D'accord. Et donc, quand vous décédez, il n'y a plus personne qui paye le crédit. C'est pour ça qu'en fonction, notamment aussi de votre questionnaire de santé, la banque va vous dire vous avez une assurance qui va coûter beaucoup plus cher. D'accord. Parce qu'une autre personne qui a. Voilà. Ou bien l'assurance peut vous refuser si le risque est trop important. Si le risque est trop important, le mec qui est en phase terminale d'un cancer, excusez-moi, mais qui va faire un prêt, il sait très bien que peut-être que dans un an, il n'y aura plus personne. Et vous imaginez que si ce n'est pas lui qui paye, ça sera son assurance, et que l'assurance va refuser de le prendre en charge. D'accord. Donc, même si je suis d'accord avec vous, hein, ça pose question. Moi, ça me pose question, d'abord, quant à qu'est-ce qu'on fait de mes données. Alors, quant au fait que ce soit légitime pour la banque de vous accorder ou pas vous accorder de prêt, c'est un petit peu normal. Enfin, pour moi, c'est légitime de ne pas accorder le prêt à une personne qui ne serait pas en capacité parce qu'elle serait décédée, parce qu'il y a un risque. C'est un petit peu normal. D'accord. Une fois, il m'est arrivé une affaire, pas du tout dans le secteur bancaire, mais dans le secteur de l'assurance, où j'avais pris mon assurance maison, où j'ai acheté ma maison. J'ai pris une assurance maison à ma banque, d'accord, qui m'avait dit vous faire une assurance en même temps, blablabla, ok, très bien. Et puis j'ai un sinistre. J'ai un sinistre, un dégât des eaux. Donc je conteste l'assurance, parce qu'après tout, elle est faite pour ça. Et la banque, l'assurance me dit ok, on rembourse, et puis je reçois un courrier 3-4 mois plus tard en me disant monsieur, c'est tout, merci, on ne veut plus de vous. Furieux, j'appelle la. Je dis vous rigolez ou quoi? Je dis après tout, c'est votre métier. Il dit oui, mais vous avez le droit de choisir votre assureur. L'assureur a le droit de choisir ses clients. À partir du moment où le client est trop risqué, on ne le prend pas. C'est tout, basta. Donc, on peut comprendre les limites. Maintenant, moi, ce qui m'interroge plus, c'est voilà, tout le monde. Quand vous faites un prêt, vous remplissez votre questionnaire de santé, qui est relativement détaillé. Hein. C'est est-ce que vous êtes sous traitement actuellement? Est-ce que vous avez eu un arrêt maladie dans les 5 ans qui précèdent? Est-ce que... et je pense aussi notamment à ce problème de coronavirus. Hein. On pourra vous demander maintenant est-ce que vous avez fait le coronavirus? Est-ce que vous êtes vacciné? Est-ce que vous avez été opéré de l'appendicite, des amygdales, tralala, tralala, tralala. Et après, ces données, elles vont... Alors, a priori, les banques sont soumises au même titre que toute autre entreprise aux dispositions du RGPD. Hein, d'accord. À partir du moment où elles vous ont refusé le crédit, ces données, normalement, elles doivent être détruites, puisqu'il n'y a plus de nécessité de les garder. D'accord. Au même titre, la banque doit assurer la sécurité des données. Et d'ailleurs, on peut ajouter une obligation supplémentaire par rapport à ce qu'on avait dit concernant la sécurité des données et l'obligation de moyens, c'est que en cas de défaillance, si vos données devaient être piratées ou volées, vous devez informer chaque personne du vol.
C'est-à-dire que vous êtes diététicienne, vous utilisez votre ordinateur au bureau pour collecter toutes les données dont on a déjà parlé, blablabla. Bla. Le soir, votre ordinateur, il y a un mot de passe dessus. Vous avez une alarme dans votre cabinet. Vous avez une porte qui ferme à clé, que vous avez fermée. Vous avez mis en route l'alarme. Et puis, le lendemain, vous arrivez, la porte est fracturée. Alors, effectivement, l'alarme s'est mise en route. Mais le temps que la police arrive sur place, les personnes étaient parties avec votre ordinateur. Vol. D'accord? Donc, vous risquez à ce qu'on vous demande est-ce qu'il y avait des données importantes dans vos ordinateurs. Bah oui, il y avait toutes les données de mes clients, numéro de carte bleue, enfin, voilà. C'est un nombre d'informations relativement importantes. Plus des données à caractère médical, donc là, encore plus important, encore plus sensible. Donc, pas de souci, a priori, vous avez mis tout en place. Hein, on se rappelle, obligation de moyens, pas forcément obligation de résultat. Vous avez mis tout en place pour assurer la protection des données, malheureusement, le vol est tel. Et bien, à partir de là, pèse une autre obligation sur vous, celle de devoir alerter toutes les personnes concernées par ce vol. Donc, il vous faudra, en espérant que vous ayez une sauvegarde des données, il vous faudra contacter tous vos patients en disant « Je suis désolé, on m'a volé mon ordinateur. Je tiens à vous prévenir qu'il y avait telle et telle donnée dans l'ordinateur. » En général, vous n'allez pas recevoir des fleurs, hein, mais bon. En tout cas, c'est une obligation qui pèse sur vous. Y a-t-il des questions par rapport à tout ça, à toutes ces données, enfin, toutes ces notions de protection de la personne? Vous voyez que c'est quand même des sujets qui sont plutôt sympas, d'accord? Et qui pourraient très bien faire l'objet d'un petit cas pratique en vous disant, bah voilà, vous envisagez de monter votre cabinet, vous allez recueillir telle et telle information, quelles sont vos obligations et quels sont les droits de vos futurs patients. D'accord? Alors là, je vous rappelle, malgré tout, comment on réagit quand on a une question de ce type, une question juridique, d'accord? Je vous rappelle toujours le syllogisme. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler les 3 temps du syllogisme? Personne? Moi, je vous conseille de bien réviser le syllogisme. Hein. Donc, le syllogisme, c'est la méthodologie de résolution des cas pratiques. Ça se fait toujours comment je résous quand j'ai une question en termes de droit, bien sûr, d'accord? Je cite la loi. Oui. Je cite la loi, je donne les faits et je conclus. Donc, imaginons, je vais vous faire la question et je vais vous faire répondre la réponse syllogistique. D'accord? Donc, on va imaginer le cas présent. Allez, je vais prendre Charlène. Voilà. Charlène décide d'ouvrir son cabinet de diététicienne. Elle a mis en place un petit système informatique qui va lui permettre de recueillir les données de ses clients, ou de ses patients, excusez-moi. Toutefois, afin de vérifier si elle agit en toute légalité, elle vous interroge sur la mise en place d'un tel système. Bon, voilà. Vous devez répondre à ça. Donc, vous allez dire, voilà, vous allez commencer votre raisonnement. Donc, je vous rappelle, 3 blocs, séparez chaque paragraphe par une ligne. Quand ça montre au correcteur que vous faites 3 blocs, et introduisez chaque bloc par un petit mot. Les mots, c'est pas compliqué. Quand vous commencez sur la partie de « je cite le droit », vous dites « en droit ». D'accord? En droit, selon les dispositions du RGPD, Règlement général de protection des données, entré en vigueur en mai 2008 en France, il pèse des obligations sur la personne qui collecte des données personnelles et des droits pour celle qui consent à donner ces fameuses données personnelles. Il convient de rappeler qu'une donnée personnelle est une donnée qui permet de caractériser ou d'identifier une personne. Boum, vous avez dit déjà ce que vous savez du droit. D'accord? Vous n'avez pas parlé de Charlène, vous n'avez rien parlé. Vous dites ce que vous savez du droit. Vous pouvez continuer en disant, ben voilà, en matière d'obligation, le collecteur doit assurer la sécurité des données, en cas de vol, il doit informer aussi
les personnes concernées de ce qu'il va faire des données, etc., etc. Donc, vous dites tout ce que vous voulez, vous dites votre cours, d'accord? Et ensuite, vous attaquez les faits. Et là, pour attaquer les faits, donc dans votre deuxième paragraphe, Quentin, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Merci. Juste dans votre deuxième paragraphe, quand vous commencez pour les faits, pour dire ce qui se passe réellement dans votre situation, vous commencez par en l'espèce. D'accord? En l'espèce, Charlène veut recueillir telle donnée, le nom, le numéro de téléphone. Ces données sont des données à caractère personnel. Par conséquent, Charlène devra s'assurer d'informer chaque patient sur les pratiques qu'elle entend mettre en œuvre, c'est-à-dire la collecte de ces informations. En outre, elle devra aussi assurer la sécurité par un système de sauvegarde de tout ce que vous voulez, blablabla, blablabla. Donc vous dites tout ce que Charlène doit faire, et puis vous concluez en disant que voilà, si elle ne veut pas de soucis, si elle veut être dans toute légalité, elle devra appliquer toutes les dispositions, puisqu'elle relève du champ d'application de la RGPD, elle devra appliquer toutes les dispositions du RGPD. Et donc votre dernière, quand vous concluez, ça peut être en une phrase, hein, toute simple. Hein. Vous commencez pareil ce paragraphe de conclusion en disant en conclusion ou pour conclure, par conséquent, boum, et comme ça on voit bien vos 3 paragraphes avec le droit, les faits, la conclusion. Et vous passez une ligne entre chaque paragraphe. Vous aurez déjà tous les points pour la méthodologie, parce qu'il y aura des points sur la méthodologie si jamais vous devez être sur un sujet comme celui-ci. Y a-t-il des questions? Non? Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, donc le prochain chapitre, c'est sur la protection des biens immatériels, droit de la portabilité. Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit? Parler de portabilité, là, blablabla, blablabla. Alors, par exemple, il déménage sur Paris. Ouais, voilà, la portabilité, c'est pouvoir transférer toutes les données que détient la personne qui a collecté ces données vers une autre personne. D'accord? Voilà, j'avais pris l'exemple, hein, vous êtes sur l'île, vous avez commencé à consulter une diététicienne et commencé à mettre en place un régime avec elle. Et puis, malheureusement, vous déménagez sur Paris et vous aimeriez bien que la personne sur Paris puisse reprendre toutes les données. Donc, votre diététicienne d'origine a l'obligation de transférer toutes vos données à votre nouvelle diététicienne qui se trouve dans un autre endroit. Ça marche? Voilà, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on se revoit la prochaine fois pour le prochain chapitre, normalement, qui vous est accessible. Bonne soirée à tous, à la prochaine.